Bonjour tout le monde et bienvenue à notre épisode de mon podcast. Donc voilà quoi, le podcast où je parle avec mes potes comiques. Donc là, aujourd'hui, je suis avec David Azencote et on s'est vu il y a 3 ans, je pense pour la première fois, il y a 3 ans, c'était un festival au fin fond de la Picardie. C'était la première fois que je suis allé dans la Picardie, je savais même pas que ça existait comme région. Et on a tous eu une espèce de boîte de tripes comme cadeau que j'ai pas encore ouvert. Donc je peux pas dire s'il est encore bon ou pas. Mais je pense que je vais jamais l'ouvrir. D'ailleurs, en fait, parce que quand je le regarde, ça fait une espèce d'expérimentation scientifique qui me rappelle le collège. Voilà, tout ça pour dire que David Azencote et moi, ça fait 3 ans qu'on se connaît. Et maintenant, on joue dans la même salle qui s'appelle la Nouvelle Scène, qui est sur une péniche devant Notre-Dame. Et c'était très intéressant de parler avec lui parce qu'il fait pas mal de choses finalement. Il écrit pour Studio Bagel et maintenant le Dezapping, et il a un spectacle très chouette. Et les gens, quand ils voient son spectacle, sont littéralement morts de rire. Si vous voulez savoir pourquoi je dis ça, il faut écouter tout le podcast parce qu'il raconte une histoire assez drôle vers la fin. Bonne écoute. Donc t'as joué quand ? J'ai joué samedi 20. D'accord, oui, juste avant moi. Moi, j'ai joué le 21. Ouais. Donc, c'était dans le cadre du festival ? Ouais, mais c'était le même jour que d'habitude, quoi, en fait. Ouais, moi pareil. Ouais. C'est dimanche, je vais jouer dimanche à 18h. Ça s'est bien passé ? Ouais, c'était bien. Il y a des gens qui sont sortis parce qu'ils trouvaient que j'étais un monstre. Donc, c'est cool. Il y avait combien ? Il y avait 80, je crois. Combien de 3. 80 personnes sont parties. 3 sur 80, ça va. Mais en plus, moi je les ai même pas vu partir, c'est après coup. En fait, je voyais la porte. Ouais, parce que c'est difficile à voir. Bah ouais, parce que c'est tout au fond, avec les lumières et tout. Et alors, j'ai vaguement vu la porte qui s'ouvrait, je me suis dit, bon, il y a des gens malades, comme ça arrive souvent, qui se lèvent et qui partent venir dehors. Et en fait, après coup, on m'a dit non, ils étaient en train de gueuler parce qu'ils trouvaient que t'étais raciste et que tu te moquais des handicapés et tout ça. Et... Qui t'a dit ça, Jessie ? Non, Jessie, parce qu'ils sont allés gueuler sur elle. C'est honteux ce spectacle et tout. Ouais. Ils savaient pas ce qu'ils venaient voir, quoi. Tu sais de quelle van il s'agissait ? Ils se sont barrés assez tôt, donc ils se sont barrés avant tout le passage sur la religion. Bonjour, je suis David Azencote. Connard, dire une chose raciste. Non, mais j'ai fait des blagues j'ai fait 2-3 blagues sur le Téléthon et les nazis au début, donc j'imagine que ça a suffi à les choquer. Puis c'est le van que tu fais des fois sur le plateau. Je compare la pub les nazis, et puis c'était LM qui encule les gens, je sais pas, je crois qu'il en fallait vraiment peu. Puis apparemment ils avaient bu aussi, donc ils étaient pas en forme. C'est toujours rigolo de savoir qu'on a fait fuir des gens. Mais je les ai même pas entendus, donc... j'ai déroulé mon spectacle. Pour moi, ce qui me dérange souvent, c'est si quelqu'un se lève pour quitter la salle et ça gêne les autres. Tu vois, c'est que du coup, les gens se regardent les gens qui sortent et du coup, ils rient pas pendant les 5 minutes prochains. Il faut le regagner. Là, ça a gêné les gens qui étaient au fond, c'est sûr. C'est ça que j'aime pas. Et donc, tu dis ça en rigolant ou vraiment ça te fait quelque chose quand quelqu'un quitte la salle? Ah non, ça me fait vraiment marrer en fait. Enfin, c'est mieux quand il y a une discussion pourquoi ils partent. Une fois, ça m'est arrivé il y a quelques temps déjà en Belgique, quelqu'un s'était levé pendant que je faisais des blagues sur la religion en disant on n'avait pas le droit de dire ça. Je dis, bon, pourquoi j'ai pas le droit? Parce que c'est choquant et tout. Pendant le spectacle. Et donc t'as fait une petite discussion avec eux. J'ai discuté et j'ai dit je vais quand même continuer le spectacle, et puis elle s'est assise et puis voilà, j'ai continué, et puis à la fin du spectacle elle est venue un peu s'excuser en disant excusez-moi, mais pour moi c'est un sujet. C'était des blagues spécifiquement sur la Shoah et tout. Enfin, c'est pas des blagues sur la Shoah, mais c'est des blagues sur la foi, comment avoir la foi après la Shoah. Cette blague où je dis, j'ai discuté avec un de mes cousins, je lui ai dit comment tu peux croire en un Dieu qui a laissé faire Auschwitz. Et il m'a répondu c'est parce que Dieu a cligné des yeux. Il a rien vu à ce moment-là. C'est une vraie phrase qu'on m'a vraiment sortie. Dieu a cligné des yeux. Et j'ai dit en même temps c'est normal avec toute cette fumée. Voilà. Et à cette blague-là, la meuf s'est levée et elle a dit c'est choquant, on n'a pas le droit. Bon, ça arrive, c'est comme ça. Mais en tant que t'es juif, non ? En tant que juif, t'as pas l'impression que les gens sont un peu plus conciliants ? Quand je fais des blagues sur les musulmans, oui. Parce que comme j'ai fait des blagues sur les juifs avant et que j'en fais sur les musulmans et les catholiques, ils disent ils tapent sur tout le monde. Mais c'est pas parce que je suis d'obédience judaïque que c'est plus simple d'en faire sur les juifs. On dit souvent que
C'est beaucoup plus facile pour un noir de faire une blague sur le noir ou le juif sur le juif ou ce que tu veux. Donc tu n'as pas l'impression que ça aide de pouvoir faire de blagues sur le juif. Donc tu penses que les juifs sont encore plus offensés, le fait que ça soit ça m'est arrivé d'être pris à partie par des juifs plusieurs fois, y compris des gens qui avaient le même nom que moi. C'était assez bizarre d'ailleurs. Une fois j'étais la cible et on m'a dit il y a une de tes cousines qui vient te voir. Je fais comment ça comment tu sais que c'est ma cousine? Elle a le même nom que toi. Je fais j'ai aucune cousine qui a le même nom que moi. En fait la fille était là, une jeune et tout, et tout le spectacle elle était dans le fond, je voyais pas vraiment si elle rigolait ou pas, et à la fin j'ai dit est-ce qu'il y a une Azincote dans la salle? Elle a dit oui, c'est moi. Et comme j'ai fait des blagues par l'absurde sur le complot juif mondial, je dis moi je suis pas au courant. Donc j'ai dit toi t'es au courant? Elle me fait non moi non plus. Je fais, voilà. Et puis je me suis dit c'est sympa, c'est rigolo, le contact est passé et tout. Et elle m'a envoyé un mail après en me disant, mais un long mail en me disant qu'il fallait absolument pas que je fasse des blagues sur la religion, mais quelle que soit la religion, sur les communautés. Il fallait que je me borne à aborder les sujets sympas comme les hommes et les femmes. Enfin voilà quoi. Ouais. C'était. Mais est-ce que toi tu penses que c'est un problème de la France, que la France n'est pas prête à écouter? Je pense que la France, là, c'est un problème générationnel. Les gens sont beaucoup moins ouverts qu'ils l'étaient il y a 20 ans. Mais j'estime que ce que je fais comme blague, c'est du niveau... c'est ce que faisaient des proches il y a 30 ans. Donc tu penses que la France devient de plus en plus... censurée, elle s'auto-censure. Les gens ont peur de choquer, de rire à des trucs qui pourraient choquer quelqu'un d'autre. Mais je suis pas d'accord quand on dit on n'a pas le droit de dire ça, on peut plus dire ça, des proches pourraient pas faire les spectacles qu'il a fait. Si, des proches pourraient exactement faire les spectacles qu'il a fait. Il choquerait une partie des crétins, mais il les ferait, parce que des proches, tu savais très bien que c'était de la blague ce qu'il racontait. Enfin, il respirait la gentillesse, ce mec, et l'humanisme. Il disait des horreurs, mais c'était un humaniste. Donc je veux pas comparer à Dieudonné ou tout ça, quoi. Ça n'a rien à voir pour moi. Et encore une fois, moi, ça m'arrive rarement que les gens soient choqués, enfin choqués sûrement, mais on arrive à me répondre ou à sortir du spectacle, c'est très rare. Bon, ça c'est un extrême. C'est vraiment que t'as vraiment choqué quelqu'un. Et je pense aussi ça c'est la raison pour laquelle les gens vont venir te voir aussi. A priori, j'espère que la plupart comprennent que le spectacle peut choquer. En tout cas, n'est pas un spectacle sur le métro ou sur les scooters ou sur. Donc c'est quoi ton but en faisant du stand-up? C'est dire. Si t'en as, je sais pas. C'est un peu faire passer des messages justement sur ces sujets-là. En ce moment, je te fais beaucoup de blagues sur les islamistes. Je change pas mal de morceaux du spectacle. De toute façon, comme j'ai une partie sur l'intégrisme, c'est facile de changer les blagues. Donc ça devient un peu des blagues d'actu sur l'État islamique, sur les yézidis, sur l'intégrisme, quoi. Pour moi, sur les terroristes, le djihadisme. Enfin, c'est des sujets hyper importants. Donc ça me sert de tribune, c'est évident. Au milieu de blagues sur Adopte un mec, je peux faire des blagues là-dessus, quoi. Donc tu mélanges les deux quand même. Et je pense que moi j'ai toujours voulu faire passer entre guillemets des messages, c'est un peu con, mais en tout cas dire des trucs, quoi. Dire des trucs. Ça me sert à ça, c'est une tribune quand même. Est-ce que toi t'as commencé dans la pub? Dans la pub, je suis enlevé. J'ai commencé dans la pub en 2000. Donc j'en ai fait que 7. J'ai toujours 9 ans, mais en fait j'ai commencé en 99, donc en fait j'en ai fait 7 ans. 8 ans. 7 ans de pub. Et donc t'as fait des études dans ça? Pas du tout, non, j'ai fait Sciences Po, après j'ai fait du droit jusqu'en DEA. Maintenant c'est un Master 2 on dit, je crois. En droit de la communication, et avant ça en droit privé, parce que je savais pas ce que je voulais faire, et puis je me disais pourquoi pas avocat, comme mes parents sont avocats. Faisons avocat. Et puis voilà, en fait en DEA j'ai très bien compris que je passerais jamais le barreau. J'ai commencé à écrire des courts-métrages, que j'ai réalisé, et puis des nouvelles, enfin j'écrivais, quoi. J'ai essayé de faire un roman comme tout le monde, mais à l'époque je pensais pas du tout à faire de la scène, ni à jouer devant la caméra, quoi que ce soit. Et puis j'ai fait un stage dans la pub un peu par hasard, ce que je raconte un peu dans mon spectacle. Quelqu'un m'en a parlé, m'a dit tu veux pas tenter le coup parce que t'as plutôt l'air d'être fait pour ça. Et j'ai été pris dans une grosse agence qui s'appelle BETC, et puis au bout d'un mois, comme c'était la bulle internet à l'époque, les mecs ils avaient besoin de nouveaux rédacteurs, donc ils m'ont dit est-ce que tu veux un CDI? J'ai dit bah oui. Ça n'arrive jamais évidemment, ça n'arrive plus jamais ce genre de truc. Maintenant c'est 2 ans de stage minimum, avec des CDD, des machins, tout ça. Et donc là je suis resté des années dans cette agence, puis après j'ai enchaîné sur une plus petite agence, mais du coup je me faisais vraiment chier.
Et en fait, c'était un peu un test parce que je m'étais beaucoup amusé dans la première. Ouais. Vraiment, c'était l'agence de pub. Tu faisais quoi? Tu faisais vraiment copywriter, rédacteur. Donc, je trouvais les slogans, les accroches. Ouais, à la Mad Men, quoi. Ouais, vraiment le métier classique, les films, les pubs radio. C'est cool aussi. Ah, mais c'est super. Et un côté artistique aussi. Ouais, il faut être très créatif. Sauf que le métier a beaucoup changé ces 20 dernières années. La liberté est vachement restreinte maintenant. Ouais. Avec le marketing, tout ça, les mecs font des tests. Avant même que tu aies filmé la pub, ils font déjà des tests pour savoir si elle va être bien acceptée. Ouais. Faut choquer personne, enfin c'est les mêmes problématiques, il faut choquer personne. Ouais. Il y avait une pub absolument géniale qui est sortie il y a plus de 10 ans maintenant. C'est un chasseur qui revient de la chasse, il porte une bestiole, un sanglier sur ses épaules, et il le balance dans son coffre de voiture, et puis il appelle son chien, il fait Rex. Et en fait, on s'aperçoit qu'il a tué son chien, en fait. Il a pas vu qu'il avait tué son chien. Ouais. Et ça dit, il serait temps de changer de lunettes, visual, je sais pas quel opticien. Bon, c'est génial, ça dit exactement ce que ça doit dire, c'est rigolo. Ouais. Et les mecs ont retiré la pub, ça a été une des premières campagnes à retirer d'ailleurs. Pour ce genre de lobby, par ce genre de lobby, c'est le lobby des chasseurs, quoi. Genre l'association nationale des chasseurs, je sais pas quoi, qui a dit vous portez atteinte à notre image, vous nous faites passer pour des imbéciles. Et les mecs, plutôt que de les envoyer chier... Moi, je pensais que ça serait plutôt la défense des animaux qui allait dire quelque chose. Et ben même pas. Voilà. Mais ceci dit, c'est le genre à le faire aussi, hein, les trucs de défense des animaux, des fois, ils comprennent pas, quoi. Il y a aucun second degré, il y a plus aucun second degré. Ouais. C'est très rare qu'une bonne pub sorte maintenant. Et ce qui est dommage, c'est que l'humour peut vraiment aider la pub. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus prêt à acheter quelque chose si on sent qu'il y a un sens d'humour derrière, quoi. C'est la seule façon de vendre, même, en fait. Parce que, à part les promotions et dire. Le sexe et l'humour. J'ai l'impression. Le sexe, ça se vend à. Et le sexe et l'humour en même temps, c'est encore mieux. Ça marche très bien. Ouais. Caprice des dieux, par exemple, une jolie fille, et une blague à la fin, ça marche très bien. Ouais. Et donc tu étais là, et donc ça te plaisait quand même? Bah, ça me plaisait jusqu'au moment où ça m'a plu, puisque 90% de ce que tu fais part à la poubelle, parce qu'on a fait un test, et en fait, non, ils veulent pas. Et la grande phrase des commerciaux, que je raconte dans mon spectacle, c'est... ils vont voir le client, ils reviennent, ils disent ça s'est super bien passé. Franchement, le client a adoré. Faut juste changer 2-3 trucs, et en fait, faut tout changer. Ouais. Donc, en fait, tout part à la poubelle. Ouais. Je parle comme ça parce qu'en fait, c'est souvent des filles, les commerciales. D'accord. Plutôt jolies en général, ce qui fait aussi que je suis resté longtemps dans la pub à cause de ça. Non, c'était comme un grand lycée. C'est comme retourner. Pour moi, c'était un peu comme retourner au lycée en mieux. Ouais. Il y avait j'avais 25 ans, il y avait que des gens de 25 ans. Tout le monde couchait avec tout le monde picolait. Tout est fait pour te maintenir dans un état d'adolescence, quoi. Il y a des baby-foot, il y a des soirées tout le temps. Donc ça, c'est même dans le bureau, il y avait une bonne atmosphère. D'accord. Mais quand même, au fur et à mesure, il y avait plus de pression, les horaires sont devenus un peu plus... ça reste tout à fait raisonnable, hein. T'arrives au bureau à 10h, mais tu sens que c'est moins rigolo que c'était avant. Chaque année, c'est moins rigolo. Ça reste hyper sympa par rapport à plein d'autres métiers, mais moins bien. Et puis je voulais pas faire de la pub, c'était pas mon objectif, que j'étais arrivé là-dedans par hasard. Les gens me disaient mais tu sais, toi tu fais beaucoup de dialogues, t'aimes bien faire des radios. Et puis je faisais tout le temps des blagues, je suis devenu un petit peu le comique d'entreprise, quoi. Parce qu'on avait comment ça s'appelle, un forum, un site internet interne, avec un système vraiment de forum, c'est-à-dire tous les messages apparaissaient, donc tout le monde pouvait les lire, et c'est devenu une espèce de réservoir à blagues, en fait. On s'envoyait des blagues sur dessus, donc tout le monde les lisait, donc j'avais un public de 500 personnes qui rigolaient à mes blagues tous les jours quasiment, et je faisais quasiment plus que ça à la fin. J'étais payé pour mettre de l'ambiance. Je me suis dit c'est bon, quoi, je vais faire autre chose. Je me suis arrêté, donc j'ai démissionné. Et est-ce que c'est là que tu commençais à te poser la question si tu pouvais faire ça comme... Pour moi, je voulais faire de la radio. En fait. Je voulais faire chroniqueur. Je voulais faire Ariel Wiesman et Edouard Baird, quoi. En gros, j'avais un pote avec qui je faisais de la radio déjà associative. Et je voulais vraiment faire de la radio et raconter des conneries, pas forcément en tant que chroniqueur, en tant qu'animateur. Raconter n'importe quoi pendant des heures. Et donc je me suis arrêté, j'ai continué à faire de la radio associative, donc j'ai commencé à écrire des scénars, parce que je voulais aussi écrire des scénars, c'était quand même ça que je voulais faire à la base. Et puis de fil en aiguille, je sais pas pourquoi, si je sais pourquoi, en fait je suis parti faire un road trip aux États-Unis tout seul. J'ai roulé pendant un mois, j'ai fait tout seul d'est en ouest.
T'as fait quoi, New York à LA? New York jusqu'à LA, en remontant à Chicago, en descendant le sud, en descendant jusqu'en Arizona, les trucs classiques, le Grand Canyon, tout ça. Ouais. Et puis aussi des coins perdus. Je me suis retrouvé à North Platte un jour. Les trucs, je voulais voir un peu des trucs un peu roots, quoi. Ouais, c'est bien de sortir quand même de la côte est et de la côte ouest. Ouais. Ça m'a un peu effrayé sur le niveau général du pays quand même. Je vais bien l'avouer, je suis désolé, mais. Ah non, il y a des coins qui fait vraiment tirer le monde. Et puis à un moment donné, il n'y a plus que des trucs de fast-food, il n'y a plus que des chaînes de fast-food, il n'y a plus un seul vrai restaurant. Ça c'est dans plein d'endroits. Dès qu'on quitte les grandes villes, surtout quand on est dans l'ouest ou dans le sud-ouest, des coins vraiment où on a le choix entre Burger King, McDo et Pizza Hut. Et je me suis dit qu'en France c'est en train de devenir pareil et c'est pas très rassurant. Ouais. Ce qui m'avait fasciné aussi, c'était que dès que tu quittais les grandes villes, à la radio, t'avais plus que des radios horribles avec des émissions débiles, plein de trucs. C'était pendant la campagne Obama en 2008, avec des émissions horribles où il le traitait de fils de Satan, etc. Et puis des pubs sans arrêt, des pubs mais insupportables. La seule radio écoutable, c'était PBS. L'équivalent de France Inter, quoi. Public, et qui est vraiment une radio formidable avec des reportages, avec pas de pub déjà. Et pendant ce temps-là, je réfléchissais à ce que je voulais faire à la rentrée. Et je me suis inscrit à un cours de one-man show. J'avais déjà fait 1 an au cours Florent, ceci dit, juste avant. Justement parce que je voulais apprendre à diriger les acteurs. Mais en fait, je pense que c'était un peu un faux prétexte. J'avais déjà envie de monter sur scène. Mais il a fallu que je fasse ce voyage pour vraiment me réfléchir et me dire, en fait, j'ai envie de faire du one-man show. Est-ce que c'était quelque chose aux États-Unis spécifiquement? Est-ce que tu étais allé voir un club? Je suis allé voir Second City à Chicago. Mais c'est tout en fait. Bon, Second City c'est plus sketch. Oui, c'est plus sketch. Oui. Non, j'étais pas du tout dans le circuit one man show. J'y allais pas du tout avec l'envie de. C'est juste plus l'idée de juste quitter, de tout quitter, de prendre loin, la distance. Voilà, d'être loin et tout seul. Et ça a plutôt bien marché. Mais j'avais pas du tout, et je pense que même maintenant d'ailleurs, j'ai pas vraiment une culture du stand-up très 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 grande en fait. À New York, j'ai pas été voir un seul club de stand-up. À LA non plus. J'essaie de me rappeler, parce que j'en ai fait au moins un. Bon, déjà, Second City, c'est pas du stand-up, mais c'est club d'humour quand même. Ouais, mais. Bon, ça t'a plu, tu t'es dit, waouh, c'est génial, ou juste t'as dit, c'était sympa? Second City? Oui. C'était très bien. T'as tout compris? Oui, je suis tout en anglais, mais c'était très bien. C'était pas non plus le meilleur spectacle que j'ai vu de ma vie, mais c'était quand même très précis, quoi. Ouais. C'est vraiment l'impression de voir une émission de télé en live, quoi. Ouais. D'ailleurs, après, il y en a plein qui vont à SNL. Oui, c'est un peu c'est le vivier. L'endroit où Saturday Night Live pioche. Ouais, on voit bien que les types sont là pour. Pour aller à la télé juste après. Donc voilà, après j'ai commencé à faire des premières scènes. J'ai été à l'école du one man show du bout. Parce que je n'osais pas partir sur une scène comme ça. J'avais envie de me tester un peu avant, et puis comme ça s'est bien passé, voilà. Mais c'est très tardif en fait. Ouais, tu viens de Paris Oui, j'ai toujours été à Paris. Je suis un provincial de Paris, j'ai jamais bougé de mon quartier. Mais je sais pas, il a fallu du temps pour faire ça. Oui, mais justement, tout ça t'a servi aussi. Oui, ça nourrit, comme on dit. Mais enfin, je pense que si j'avais commencé 5 ans avant, ça aurait pas été plus mal, quoi. T'as des regrets là-dessus? J'ai perdu quand même un peu de temps, et dans la pub, il y a quand même, au bout de 4 ans, j'aurais dû m'arrêter, quoi. J'avais emmagasiné suffisamment de connaissances et d'anecdotes. Les 3 dernières années, ça servait à rien. De toute façon, je préparais mon départ, j'attendais de... Oui, mais c'est difficile aussi quand tu as un CDI, j'ai l'impression, de quitter un CDI, d'aller dans un territoire inconnu. Il y avait un réel confort, on gagne quand même bien sa vie. Bon, j'ai jamais été marié, jamais eu d'enfant, mais bon, c'était quand même bien de pouvoir offrir des cocktails à ma copine de l'époque. Ceci dit, maintenant que je suis aussi auteur pour Studio Bagel et des zappings, et je suis encore, des fois ça m'arrive de faire des freelances très occasionnels de publicité, qui sont pas vraiment de la pub parce que c'est toujours pour internet, c'est toujours des trucs un peu rigolos, c'est pas vraiment de la pub. Mais ça reste un peu de l'advertising quand même, donc des fois je me dis c'est pas bien, faut pas faire ça. En même temps, ils ont de l'argent, alors je vais le prendre.
Est-ce que tu penses... il y a un côté de toi qui pense que la publicité, c'est quand même le diable ou... Ah oui, complètement. Ouais. Ouais. Dans mon premier spectacle, j'ai expliqué qu'il y avait des cercles de l'enfer, il y en avait un réservé aux publicitaires. Où on leur faisait hurler des slogans. Ouais. Grand-mère sait faire mon café, ce genre de choses. Maintenant, je suis peut-être un peu moins dénonciateur de... Enfin, la tenue générale du spectacle, enfin, le fil rouge, c'est quand même que la communication sert à rien et que... Ouais. Mais les gens ont un rapport très ambivalent à la pub, surtout en France. Le truc qui revient le plus souvent, y compris chez les humoristes d'ailleurs, qui me disent mais pourquoi il n'y a pas plus de pubs marrantes ? Moi, je peux t'en écrire des pubs marrantes. Ils pensent vraiment que, en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de talent. En fait, il y a des gens extrêmement drôles dans la pub, c'est juste qu'on les châtre. Ouais. On les laisse pas sortir des trucs marrants, puisque, non, ça risquerait de choquer quelqu'un, puis le consommateur va pas comprendre. Puis on est trop loin du sujet. Dans les années 80, les mecs, ils faisaient sauter des bagnoles, des porte-avions pour vendre une Citroën Visa, tu vois. Ouais. Ça n'avait aucun sens. Ouais. Ça n'a aucun sens. C'est impossible à rationaliser. Ouais. Mais on faisait ce qu'on voulait, quoi. Donc les gens ont envie d'avoir des pubs marrantes à la télé. Ouais. Et avoir le discours où tu leur dis la pub c'est de la merde, c'est pas bien, ça vous aliène, c'est ce que je pense, mais ça sert à rien d'avoir ce discours en fait. Les gens ils ne l'entendent pas. Ils ont pas envie de l'entendre. Puis voilà, ils vont te répondre bah ouais mais enfin si je regarde la télé il y a des pubs, voilà. Si j'ai pas envie de regarder des pubs, je regarde des séries sur internet, il y aura pas de pubs. Ouais. Donc c'est vrai que le choix est vite fait. Après moi ce que je remarque c'est quand tu vas dans certains pays ou certaines îles en France ou des villes un peu préservées en Bretagne où les maires ont interdit l'affichage publicitaire. Ouais. Et tu vois la différence. Quand tu reviens dans le vrai monde entre guillemets, tu fais je suis agressé, il y en a partout quoi. Ouais. Moi, la radio, j'écoute les radios des services publics où il n'y a pas de pub. Oui. Je ne supporte pas, vraiment, je ne supporte pas ça, quoi. Les pubs Leclerc, les pubs. En plus, maintenant, il faut faire tenir des messages énormes en 20 secondes, donc ils accélèrent les voix, il y a les mentions légales qui font des heures. Sur autorisation préfectorale, dans les magasins limités, dans la limite des participants, stock, jusqu'à la limite de c'est insupportable. Donc bref, tout ça fait que voilà, je me suis barré et que je suis très content de m'être barré. Ouais, et donc quand t'as pris le cours au bout, t'as senti que t'avais quelque chose que les autres, une plume que les autres n'avaient pas. J'ai senti que j'avais une certaine facilité, ouais, mais ça je le savais déjà, que j'écrivais vite et que je trouvais vite des blagues et que j'écrivais relativement bien, et que ça marchait sur scène aussi. Ouais. Même si après j'ai évolué, je suis probablement moins littéraire entre guillemets qu'avant. Mais j'ai vite compris que j'étais pas mauvais comédien, mais que ma force c'était quand même l'écriture. Ouais. Puis on me l'a répété plein de fois, donc j'ai fini par le croire. Ouais. Mais non, j'ai compris très vite que ce que je racontais marchait en tout cas. Ouais. Pas toutes les blagues, mais la plupart. Et donc quand est-ce que tu as lancé dans ton propre one? Quand tu commençais à faire des plateaux? Le premier plateau c'est 2009, et le premier one c'était fin 2009. Ouais. C'était à Bastille, au théâtre Pandora. Et je l'ai écrit très vite. Une toute petite salle. Ouais, dans une cour. Souvenir. Ouais, je suis jamais allé. Une salle très agréable, vraiment très sympa, où on peut mettre 35 personnes, 40 personnes en mettant des chaises et tout. Ouais. Mais par contre, absolument pas visible de l'extérieur. Enfin, je sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, on voyait rien de l'extérieur. Les mecs sortaient un panneau tous les soirs devant la porte d'entrée. Fallait pas faire trop de bruit parce que les voisins gueulaient. Enfin, c'était vraiment full clos, quoi. Mais j'avais écrit le spectacle très très vite parce que je voulais me forcer à faire un premier spectacle très vite. Ouais. Donc il y a plein de trucs que j'avais pas testé. Donc j'ai tout fait à l'envers en fait. J'ai très peu testé en plateau le premier spectacle et c'est après le premier spectacle que j'ai commencé à faire vraiment des plateaux. Ouais. Et à me percevoir que c'était pas évident d'extraire un morceau du spectacle. Voilà. Maintenant j'y arrive, mais au début c'était pas facile. Moi je trouve les passages que j'ai vus de toi, ça marche très bien en 10 minutes ça. En 10 minutes, ouais. En 4 minutes, moi. Ouais, d'accord. Mais c'est rare à Paris qu'il faut faire 4 minutes, quand même. Comedy Club. Ouais, d'accord. Ou le Field. Le Field. Ouais, le Field, c'est 5, ouais. 5, ça oblige quand même à cavaler, à couper vachement ses blagues. Assez efficace, quand même. J'ai mis du temps à trouver les bons morceaux, à les extraire de la bonne façon. Aussi parce que je pense qu'avant, mon jeu était beaucoup plus, entre guillemets, théâtral et j'avais beaucoup moins de contact avec le personnage, avec le public, et donc j'avais du mal à couper parce que j'avais vraiment des longs raisonnements. Et maintenant, je peux me couper, faire une pirouette, parler au public, revenir sur un autre sujet. Bon, je pense que c'est le temps qui fait ça aussi. Enfin, c'est sûr, la confiance et le travail derrière que tu.
Donc voilà, mais... Est-ce que tu t'es vu le genre d'humour en France, c'est-à-dire surtout il y a 10 ans, qui était un peu plus sur le sketch, comme sûrement quand tu as fait le bout. Est-ce qu'il y avait des gens qui essayaient de te pousser vers le sketch, vers le jeu? Non, ils étaient, la prof était très ouverte à tout type de trucs. Elle nous faisait faire elle nous faisait jouer des sketchs aux élèves parce que la plupart n'arrivaient pas encore à écrire bien leurs trucs. Donc elle faisait jouer des sketchs de Florence Foresti, d'Alex Métayer. Moi, elle m'avait fait jouer un texte d'Alex Métayer. Alors j'ai rien contre Alex Métayer, le pauvre, paix à son âme, mais il était plutôt talentueux, mais c'était pas du tout mon style. Ça m'a jamais fait rire, Alex Métayer. Mes parents adorent, mais moi, vraiment c'est très générationnel. Et elle me faisait jouer Alex Métayer, ça m'allait pas du tout, quoi. Donc très vite je l'ai joué 2 fois et puis je lui ai dit bon, je vais jouer mes sketchs maintenant, et enfin jouer mon stand-up, quoi, ma routine de stand-up. Donc non, ils essayaient pas vraiment de pousser vers le sketch plus que vers le stand-up. Ils étaient déjà bien contents quand les élèves faisaient leur travail, parce qu'il y a quand même énormément de... Alors, je sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque il y avait un turnover. À la fin on était 3 ou 4 qui étaient là au début de l'année. Mais entre temps il y en avait eu, je pense, 25 qui étaient passés. Est-ce que tu penses que c'est parce que les gens se disent c'est facile? Bien sûr. Et ils essayent, ils voient tout de suite, en fait... Ils se disent, moi aussi je peux le faire, j'ai vu un mec le faire au Comedy Club, et ils arrivent, ils montent sur scène, et ils parlent du métro, et voilà, et ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Puis il faut de la persévérance, quoi. C'est con à dire, mais il faut être un petit peu bon élève, en fait, pour être humoriste. C'est sûr. Donc voilà. Les mecs ils se barraient, et à la fin il restait Anne Cangelosi, Mémé Fine, enfin Mémé Casse-Bonbon, Floriane Barret qui fait un spectacle aussi maintenant, et puis je sais plus qui d'autre, enfin voilà, c'est tout, quoi. Et comme par hasard c'est les seuls qui ont continué à en faire. Mais bon, je sais pas comment c'est maintenant, je crois qu'ils ont pas mal organisé leurs cours. Voilà, après je le déconseille pas, non, ça peut être bien, hein. Et quand tu commençais à jouer ton one, t'avais du mal à remplir ou ça allait? Ah, mais j'ai toujours du mal à remplir. Pas toi? Bien sûr. Non, au début, comme toujours, au début t'as la famille, les amis, les copains des amis, etc. Ça stressait? D'avoir des gens que je connaissais? Non, d'avoir la pression de remplir. Ah, d'avoir la pression de remplir, ça me stresse encore. Ça, je déteste ça. Arriver sans moi savoir aussi, combien de réservations et tout, je supporte pas, parce que ça te met dans une... au début j'annulais pas mal, bien sûr. Et donc savoir que tu vas peut-être annuler, c'était pas du tout dans l'esprit, quoi. Finalement, ah bah non, tu joues, ils sont 6, ok, ah putain, j'étais prêt à repartir, ok, j'y vais. Je détestais ça. Maintenant ça remplit quand même plus simplement. Bon, des fois j'ai moins de gens, mais il y en a toujours un peu, quoi, donc ça va. Mais c'est grâce à quoi? Le bouche-oreille, le bouche-oreille, les vidéos. Je crois que c'est tout en même temps, parce que je peux pas dire que je fasse vraiment de la com. Je mets plus beaucoup d'affiches, je distribue pas des masses de flyers. Il y a les plateaux, évidemment. Les plateaux, en général, ça ramasse toujours des gens après. J'ai quelqu'un qui est chargé de diffusion, donc qui essaie de aider à remplir la salle en faisant acheter une offerte, des choses comme ça, des circuits de comité d'entreprise, tout ce genre de choses. C'est pas mal. Ça, c'est quand même bien. Et puis je pense qu'il y a le temps qui passe, le fait que les gens commencent à se rappeler mon nom. Quand ils tombent sur Bireduc, sur l'affiche, il y a quand même plein de bonnes critiques. Il y en a quasiment 400 maintenant. Ah, c'est cool. Et puis voilà. Et puis le théâtre où je suis maintenant, la Nouvelle Scène, que tu connais bien, je crois, qui est un théâtre qui a vraiment, sans faire de jeu de mots, le vent en poupe. C'est une péniche, donc c'est amusant de dire ça. Et qui se démène vraiment, qui fait de la com, ce qui est rare quand même aussi dans les théâtres parisiens. Mais ça fait, c'est que la deuxième année. C'est la deuxième année, Et je crois que la première année, ils ont eu 40 000 spectateurs. Une salle de 130 personnes, c'est quand même pas mal, quoi. C'est sûr. Bon, tout de suite, j'ai l'impression qu'ils avaient une bonne programmation. Alors elle choisit très très bien ça. Enfin, je dis pas ça parce qu'on y est, mais non, il y a un vrai choix de programmation. Elle choisit vraiment les artistes qu'elle veut avoir. Non, même j'étais pas là l'année dernière, et tout de suite j'ai vu, waouh, il y avait plein de gens que je connaissais et que j'aime. Non, mais je pense vraiment qu'elle a je dis elle parce que je pense surtout à Jessie, elle a vraiment une vision pour son théâtre, quoi, ce qu'elle veut voir dans sa salle, comme le point virgule, comme certaines salles comme ça, quoi. Elle a été au point virgule longtemps, donc elle
Elle était à bonne école, entre guillemets, quoi. Ouais. Et ça change tellement d'avoir un endroit dynamique, agréable, où tu as envie d'aller, même en dehors des soirs où tu vas à ton spectacle. Parce que d'abord, c'est sympa, il y a un resto et tout ça, donc c'est au bord de la fin. C'est devant Notre-Dame. Éclairé. Tu te rappelles pourquoi t'es à Paris. Exactement, mais c'est ce que je disais hier, je discutais avec Blanche, qui joue là-bas aussi maintenant, qui était au Comedy Club. Elle a fait sa première à vendredi. Oui, c'est ça, ouais. Et voilà, elle disait, mais c'est tellement génial, on a la vue sur Notre-Dame, on est un des plus beaux endroits du monde, dans une espèce de bulle, je me rends bien compte que c'est une bulle, le reste du monde est à feu et à sang, mais c'est bien agréable, quoi. Donc non, je suis très content d'être à la Nouvelle Scène. En fait, finalement, t'as fait pas mal de salles, parce que tu étais l'année dernière au... J'ai fait Pandora, La Cible, Comédie Boulevard, Le Bout, La Cible et la Comédie Boulevard. D'accord. Comédie Boulevard, je suis resté quand même plusieurs mois. J'aime beaucoup cette salle. Très joli théâtre, très chouette rapport avec le public et tout, mais justement pas assez de promotion pour le théâtre, quoi. Parce que tu te produis toi-même. Je m'auto-produis, évidemment. Comme je n'ai encore une fois pas d'enfant et personne à nourrir, je nourris ma passion et mon foie avec des cocktails. Voilà, c'est mes deux centres d'intérêt. Qui peut être plus cher qu'un enfant, des fois. C'est carrément plus cher. Un bon cocktail est bien plus cher qu'un bon enfant. Donc oui, tout mon argent passe là-dedans, mais l'autoproduction passe là-dedans. Et donc t'es intermittent ? Non, alors je suis pas intermittent, puisque je suis auteur. Ouais, d'accord. Donc en fait j'étais intermittent une année, quand je faisais des chroniques sur France Inter et que je jouais au Caveau de la République en même temps. C'était mon année. C'était il y a 2 ans ? 2 ans, 2012, Ça a fermé, le Caveau de... Ça a fermé, ça a été revendu pour faire un théâtre classique, où il y a le comte de Boudarbala et Nora. Et Nora, c'est bizarre, ça c'est fermé comme ça, quoi. Et encore la dernière affiche du Caveau de la République à l'intérieur, c'est très bizarre. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont fermé ? Je sais que ça allait de plus en plus mal. Au début, ils ouvraient tous les soirs, puis 4 soirs, puis 3 soirs, puis 2 soirs. À un moment donné, il y a un souci quand même. C'est clair. Et à ton avis, c'était pourquoi ? Parce que le public qui venait, c'était encore des vieux qui venaient de province, qui arrivaient en car, des comités d'entreprise et tout, des retraités qui voulaient voir du chansonnier. Genre, vous avez vu ce qu'il a fait, François Hollande ? Non, tu parles d'un fromage. Non, mais je veux dire, du chansonnier de qualité quand même. Mais en fait, il y avait très peu de chansonniers, puisque le patron du Caveau, Hugues, avait essayé de rajeunir, de moderniser un peu. Donc il y avait Tony Saint-Laurent, il y avait moi, il y avait plein d'autres mecs. Foudil à un moment donné, ça a été un des derniers. Alex Vizorek. Et puis Frédéric Sigrist, qui finalement est le seul qui faisait vraiment de la revue de presse politique. Et je pense que même si les gens rigolaient, que ça se passait bien et tout, ils venaient pas pour ça. Et puis c'est cher, c'était dîner-spectacle, etc., comme le Don Camillo, pas aussi cher que le Don Camillo, mais ça restait adressé à un public qui n'existe plus en fait, qui est en train de mourir. Donc voilà. Donc c'est con, mais enfin au moins la salle est sauvée, elle est pas devenue un McDo. C'est le principal. Et il y a de bons spectacles qui se passent là-bas. Donc. Et donc à ce moment-là, j'ai pu être intermittent du spectacle, puisque là je croulais sous les cachets. Donc je suis allé m'inscrire. On m'a dit vous avez vos heures. Je suis c'est génial. Et ils m'ont dit vous avez des revenus annexes. Je fais oui. Écoutez, en fait je suis auteur. Ah, vous gagnez combien? Et chaque fois en fait, ils me disaient non, on peut pas vous filer d'argent puisque vous avez gagné de l'argent. Et comme je déteste les paperasses, je pense que j'aurais pu me débrouiller, demander de l'argent en le prenant d'un côté, en le donnant de l'autre, je sais rien, mais je déteste ça. Je ne supporte pas les paperasses. Je suis comme Gaston Lagaffe, j'empile les papiers chez moi et quand il y en a plein, je les jette. Et après, je reçois des huissiers qui disent vous n'avez pas payé, monsieur. Et donc, j'ai jamais été intermittent en vrai, quoi. Je suis auteur, donc j'ai pas de. Mon statut, c'est auteur. Et donc, tu écris toujours pour la radio? J'écris surtout pour Studio Bayel, pour le dézapping sur Canal+. Ça, c'est depuis quand? Ça, c'est depuis, pas cette rentrée-là, la rentrée dernière. Ah oui, c'est avec l'équipe de Studio Bayel. Donc j'écris beaucoup pour eux. Et donc comment ça marche, Studio Bagel? En fait, c'est toi qui viens avec une proposition d'un sketch et vous travaillez ensemble, ou ils disent très bonne idée, mais il faut développer ça. Comment ça marche? Dans les deux sens. T'as du soutien? En fait, il y a vraiment un travail d'équipe assez agréable. Quand c'est des sketchs vidéo même, tu sais, Bagel, en fait, c'est plein de mecs qui ont cartonné en vidéo avant d'être réunis. Donc chacun a quand même un univers, fait des vidéos de son côté, et quand ils veulent faire une vidéo avec les autres gens de Bagel, ils veulent faire un truc à grand spectacle, il y a des rôles un peu pour tout le monde et tout, et en général,
c'est eux qui l'amènent. Le directeur d'écriture de Bagel dit ouais c'est pas mal, ou ouais faut voir, ou je sais pas, attends peut-être pas tout de suite. Le faire travailler par la personne qui l'a amené, puis après des fois ça passe dans d'autres mains. On peut relire le truc, dire ouais mais ça moi j'enlèverai, etc. Mais c'est quand même le maître à bord reste quand même celui qui l'a écrit. Voilà. Après il y a une réunion où on pitch tous les sujets et puis voilà. Et vous êtes combien maintenant on est dizaines ou les gens qui pitchent avec des sujets, il doit y en avoir 15. Entre les talents Bagel entre guillemets, donc ceux qu'on voit dans les vidéos, qui sont 10 ou 11 je sais plus, les auteurs permanents comme moi et Tarek Sedak, plus le directeur d'écriture qui est auteur aussi, les réalisateurs qui eux-mêmes proposent des sujets, donc voilà, donc il y a plein de gens. Et puis il y a le Bagel maintenant doit y avoir une trentaine de personnes au total. Il y a quand même une prod qui grossit. C'est clair. Et donc à côté il y a beaucoup d'opérations promotionnelles entre guillemets, genre Mission 404 qu'ils avaient fait pour Orangina. Il y a plein d'opérations de ce genre là, donc il faut quand même écrire, il faut qu'elles soient drôles aussi, donc ça on les écrit. Et puis il y a le zapping où là on est tous les gens pitchent en fait, le lundi matin tout le monde pitch. C'est une fois par semaine de zapping? Alors en fait on écrit 3 semaines à l'avance. Avant on écrivait 2 semaines à l'avance, maintenant on écrit 3 semaines à l'avance. Donc on a un lundi, un mardi où on pitch, et après on reste à 4 auteurs, des fois 5 auteurs, et donc il y en a 10-12 qui pitchent. On prend les idées de tout le monde, on rigole en les lisant, on dit ça on n'aime pas, etc. On fait un premier tri, après on reste à 4 ou 5 auteurs et on réécrit tout ce qu'on a choisi, et on en met 5 ou 6 par jour, et on prévoit les 3 semaines qui suivent. D'accord. Et donc la semaine d'après on filme en 4 jours, on filme les 3 semaines, donc ça fait parce que c'est du lundi au jeudi, vendredi c'est une rediffusion, donc ça fait disons 6 sketchs par jour, 6 x 4, 20, 80, voilà. D'accord. Pardon, 60, 3 semaines. Donc voilà, t'as 60 sketchs, non si je dis des bêtises c'est plus que ça, parce que je sais que cette semaine on a fait plus, c'est plus que 75 sketchs, un truc comme ça. Sketch ou épisode? Sketch, parce que dans chaque épisode de 2 minutes 30, il y a 5 ou 6, 7 rubriques des fois. D'accord. Qui sont toujours des pastiches d'émissions de télé, de séries, etc. Mais est-ce que c'est difficile de créer en avance, parce que des fois l'actualité fait que tu as envie de créer c'est un peu relou pour ça, parce que souvent on a 3 semaines de retard, parce que alors on s'arrange pour le diffuser tout de suite, c'est-à-dire que ça va être filmé la semaine d'après, et ça va être diffusé le lundi d'après. Donc on a que 10 jours de décalage, quoi. D'accord. Mais on peut pas réagir à l'actu du jour, quoi. Mais en général, ce qui est bien, ce qui est horrible, c'est que voilà, le djihadisme, la Syrie, c'est des sujets qui restent, Hollande qui est nul, c'est des sujets qui restent, Jean-François Copé, c'est des sujets qui restent. Tu peux faire de l'actu sans faire de l'actu, quoi, en fait. Sans être tellement spécifique sur sans coller trop un truc spécifique. Et puis on a beaucoup de sketchs absurdes qui sont assez intemporels. Comme on imite des formats d'émissions. L'émission de la santé, tu peux faire raconter n'importe quoi. Là, on a parlé d'Ebola, par exemple, mais le fait est qu'Ebola, ça fait des semaines que ça dure, et ça empire, et on est dans les temps, quoi. Donc voilà, on fait ça, et finalement, l'écriture elle-même prend peu de temps, puisque on le sait tous, on écrit tous au dernier moment. Donc, tout le dimanche soir, tout le monde est en train de gratter jusqu'à 4h du matin pour amener ses pitchs le lundi matin. Et puis et puis 2 jours d'écriture, et puis après, il y a toujours un peu de retravail derrière. Mais ça prend pas un temps fou, en fait. Donc maintenant, comment ça marche au niveau de la prod? C'est Canal+, Canal+. À travers Studio Bagel, en fait. Alors c'est les magies du droit. Pourtant j'ai beau en avoir fait, je comprends rien. Le droit des sociétés, en gros, Canal+ a racheté Bagel, mais Bagel est resté indépendant. D'accord. Et peut revendre des trucs à Canal+. D'accord. Voilà. Okay. J'imagine qu'il y a différentes sociétés, il y a des participations croisées, je sais pas comment on fait. Voilà, donc nous on a un badge Canal+, je suis très content, j'ai un badge Canal+, avec marqué Studio Bagel Production dessus. Voilà. D'accord. Et donc on va bosser à Canal+, nos locaux sont dans Canal+. Ah oui, on a tout un étage. Ça c'est cool. Alors que l'année dernière on était complètement en dehors. D'accord. Donc là on est vraiment là où ça se passe, plutôt amusant. Et donc tu y vas combien de fois par semaine? J'y vais, disons, 3 jours par semaine. Mais même quand j'ai pas trop de trucs à faire là-bas, il suffit d'y aller pour que quelqu'un t'alpague et dise à propos sur le projet machin, et puis il y a une réécriture à faire, etc. Donc autant aller là-bas, quoi. Et puis il y a une cantine, c'est génial. C'est pas cher. Mais c'est là où les réunions se passent là-bas, en fait. Les réunions se passent là-bas, On a des jolis locaux qui sont en train d'être aménagés là.
Parce que le réalisateur principal de Bayeul, il s'appelle Ludoc, a fait des études d'archi et là il les met en application. Il a tout décidé. Ça va être assez joli. Ça va être un peu une espèce de Central Perk dans Friends. Mais voilà, ce sera des bureaux. C'est cool. Donc c'est plutôt joli. Et est-ce que tu as l'impression que là tu as trouvé quelque chose qui te correspond vraiment? Ton style, ton rythme, ton ouais, ça me correspond assez, ouais. Plus que ton one ou? Non, justement, alors c'était ce que j'allais dire, c'est qu'en fait il faut que j'arrive à gérer le fait d'être auteur et guest dans des vidéos qui font des millions de vues. Ouais. Et reconnu de plus en plus par le grand public, mais qui ne connaît pas mon nom et qui ne sait pas que je fais un spectacle. Ouais. Alors que moi, à la base, c'était quand même le spectacle que je voulais mettre en avant, que je veux toujours mettre en avant d'ailleurs. Et comme j'ai tendance à m'éparpiller facilement, il faut vraiment que je me reconcentre sur le spectacle. Que je joue une fois par semaine, c'est bien déjà, mais il faudrait faire plus de tournées. C'est aussi pour ça que j'ai fait Avignon cette année, pour choper des dates et tout. Mais il faut que je tourne plus, il faut que je refasse plus de plateaux, parce que le fait est que là les journées sont quand même assez longues mine de rien. Et le soir je m'endors en fait. Enfin je bois d'abord et après voilà. Mais non, je suis très content d'être là-bas. Est-ce qu'il y a des fois que tu trouves une idée pour soit Studio Big, soit pour le zapping que tu mets dans ton spectacle après? Ouais, c'est arrivé. Mais je sais exactement quel type d'idée. Je me dis ça je peux l'utiliser 2 fois. Mais c'est souvent, on fait beaucoup de fausses news dans le dézapping. Donc certes c'est des one-liners et il y en a certains que j'ai utilisés. Mais c'est pas forcément évident. C'est comme d'utiliser des blagues Twitter. On le fait tous, tu vois. On va utiliser une blague Twitter, elle a bien marché, on la tente, on en fait une news, on en fait une blague. Moi j'en ai fait une. Je dis j'ai couché avec une socialiste il y a pas très longtemps. Enfin je pense qu'elle était socialiste, elle prenait aucune initiative. Voilà, ça c'était une blague Twitter, je l'ai mis dans mon spectacle. Je pense que je l'ai vu. Bon, mais ça j'ai pas réussi à le caser dans le dézapping. Mais par exemple, il y avait une blague que j'avais fait en fait je disais tendance, Julie Gaillet sort avec François Hollande, Elsa Zilberstein sort avec Arnaud Montebourg. De plus en plus de comédiens, pour se faire connaître, décident de coucher avec des hommes politiques. Et donc il y avait Ludovic et Greg, donc les 2 comédiens des zapping. Et il y en a un, il est agent, il fait alors voilà, tu peux coucher avec Fleur Pellerin, nanana, tout ça. Bon là, je te conseille Jean-Marc Ayrault. Mais je suis pas gay, mais ce serait pas mal pour ta carrière, ça. Et en fait, j'avais écrit le truc de façon à. En fait, la blague c'était. Donc le mec dit moi j'aurais couché avec Najat Vallaud-Belkacem. Et l'autre fait je te cache pas qu'il y a pas mal de monde dessus, hein, ce serait pas mal, ce serait de devenir gay. Je peux t'avoir Jean-Marc Ayrault. Enfin bon, il est gay Jean-Marc Ayrault. Non, mais ce serait bon pour sa carrière. Voilà. Et donc ça, je l'avais remis dans mon spectacle. Je le refais de temps en temps. Je le fais en intro pour me présenter en disant que je suis pas très connu, mais que je travaille à ma notoriété et tout ça. C'est une bonne idée. C'est bon nom. Voilà. Donc des fois je le fais, des fois je le fais pas. Voilà. Donc oui, je recycle un peu. Moi quand j'écrivais les chroniques, justement, des fois j'avais envie de mettre des vannes que j'ai écrit pour une chronique dans mon spectacle, et des fois ça marche pas. Ça marche pas. Même s'ils ont cartonné dans une chronique, des fois ça collait pas, ou juste le format est différent. Tu les amènes différemment, c'est vrai, c'est compliqué, hein. Et t'as beau essayer de mettre les mots dans l'autre sens, changer le dire un peu différemment, non, c'est une excellente vanne, mais ça ne marchera pas. Ça marche. Ou peut-être c'était dans l'air du temps, donc ou parce qu'il y avait un tel invité sur le plateau. Il y avait une référence et les gens la comprenaient, non, ça m'est arrivé pas mal de fois aussi. On peut pas tout recycler. Mais c'est un peu, mais on peut pas tout recycler. Je pense que c'est un peu naturel chez les humoristes de vouloir. Quand tu ponds un œuf en or, tu dis c'est génial, j'aimerais le garder. J'ai envie qu'elle vive un peu cette blague. Non, c'est vrai, moi j'ai toujours l'impression qu'une blague qui meurt vite, qui est morte au bout de 2 semaines, c'est triste, quoi. Elle avait toute la vie devant elle, quoi. Elle a pu faire rire des milliers de gens et elle est déjà décédée. Mais t'as l'impression que tu deviens de mieux en mieux dans ce processus? J'irai pas jusque là. J'ai l'impression que j'ai plus d'automatisme. Du coup, c'est beaucoup plus facile. Mais je sais pas si je deviens mieux. J'ai l'impression un peu d'avoir atteint un palier à nouveau. Où voilà, il faut dépasser le palier pour passer au niveau supérieur. Et qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui te manque pour passer je crois qu'il faut, comme je disais, il faut que je recommence à jouer plus.
qu'il y aura des trucs qui vont venir naturellement. C'est-à-dire la scène qui te garde vif quelque part. Ouais, voilà, je pense que je fais plus assez de scènes et le spectacle roule très bien, je le négocie bien, je connais les virages, voilà, c'est une route que je fais tous les jours, enfin que je fais toutes les semaines, et du coup j'ai envie un peu de renouveler, quoi. Et ça passe par de l'impro, ça passe par tester des nouvelles vannes. Enfin, je l'ai fait il y a pas longtemps là. J'ai été au saut gymnase juste à la rentrée. J'ai testé de nouvelles vannes. C'était un plaisir de tester de nouvelles vannes et de voir qu'elles marchent. C'est encore mieux. Mais je les ai quand même mises dans une routine que j'avais déjà. J'aimerais bien en fait tester un. T'as mis des coussins à droite, à gauche, comme ça. Tu connais. On connaît tous. J'ai pas pris trop de risques. Mais du coup, j'aimerais bien faire un nouveau sketch entièrement nouveau. T'aimerais faire 1 heure à la Louis C.K., jeter tout et recommencer à zéro? Ouais, j'aimerais bien. Mais alors ça s'appellerait plus Fils de pub parce que ça parlerait plus de la pub. Et Fils de pub pour l'instant c'est quand même un bon produit d'appel. Et donc justement la question suivante, c'est pourquoi tu le fais pas? C'est parce que t'aimerais aller encore plus loin avec ce spectacle là? C'est compliqué sinon j'ai aucune raison de pas le faire. C'est juste que oui, j'ai envie que Fils de pub marche mieux, j'ai envie que plus de gens le voient, et je sais que si des gens le voient, ils l'aiment bien en général, voire ils le trouvent très bien, donc j'aimerais bien que des producteurs viennent le voir, j'aimerais bien que des gens connus viennent le voir, j'aimerais bien qu'il y ait du buzz autour, donc voilà, j'ai pas envie de le jeter comme ça, et il est quand même, j'en suis quand même fier, mine de rien. Mais après, il y a plein de sujets que j'aborde pas dans le spectacle que j'aimerais aborder. Parce qu'à force de rajouter des trucs, j'ai pas arrêté de rajouter des choses. Maintenant, mon spectacle est devenu pas long parce que j'en ai coupé aussi. Mais je sais que je peux pas en rajouter éternellement, quoi. Là, il fait 1h05, 1h10. Je vais pas rajouter 20 minutes, quoi. D'abord parce qu'il y a des gens qui jouent après moi à la nouvelle scène. Et puis parce qu'1h30, c'est quand même beaucoup. Il y a plein de sujets, notamment sur les animaux, que j'effleure un peu dans mon spectacle. Souvent on me dit, soit les gens adorent le fait de passer, je passe plein de sujets en revue, soit les gens adorent, soit les gens me disent je suis un peu resté sur ma faim parce que tel sujet j'aurais bien aimé que vous le croisiez un peu plus, etc. Bon, j'imagine que ça arrive tout le monde, pour tout le monde, mais c'est vrai que j'ai pas un sketch de 5 minutes sur les animaux, par exemple. J'ai quelques vannes sur le fait qu'on mange les animaux et qu'on a toujours mauvaise conscience. Et en fait, j'aimerais faire un sketch de 5 minutes sur les rapports avec les animaux. Donc, tu aimerais approfondir un sujet en particulier. Mais là, je peux pas l'approfondir dans le spectacle parce qu'il n'y a pas la place. Donc, c'est ça que j'aimerais faire, par exemple, les animaux. Le fait est que c'est un sujet qui me turlupine depuis longtemps. Pourquoi certains on les caresse et d'autres on les mange. Et les Chinois font les deux. Ils les caressent puis ils les mangent. Voilà, ça c'est une blague que j'aimerais mettre dans mon spectacle, par exemple. C'est drôle. J'imaginerais aussi que si un jour des extraterrestres arrivent qui ressemblent à des vaches, on n'est pas dans la merde. Nous venons en paix, c'est quoi cette odeur? Non, c'est rien, c'est le McDonald's de la 5ème avenue. Oh, pardon. Je trouve qu'il y a plein de trucs à faire là-dessus, sur la schizophrénie d'aller au salon d'agriculture, d'emmener les enfants au salon d'agriculture, leur faire caresser les petits lapins et les petits porcinets et de leur faire manger un sandwich à côté. Et c'est là qu'on apprend cette schizophrénie, c'est après qu'on l'oublie en fait. On l'oublie complètement. D'autant plus qu'on nous file de la viande qui ressemble pas à de la viande. Sauf le poulet. Moi j'ai beaucoup de mal avec la volaille par exemple. La volaille, chaque fois que je vois un cadavre dans une assiette avec la tête coupée, j'ai toujours un peu de mal. Bon, je le mange quand même, mais voilà. Et c'est vrai que même on s'est éloigné en fait consciemment, c'est exprès de ne plus voir la viande comme un animal, et de plus voir les animaux emballés individuellement, nettement, proprement, bien rose, sans aucun air, etc. Et on voit plus les animaux se faire tuer non plus. Avant, quand les gens à la ferme, ils voyaient les animaux se faire tuer. Tu savais ce que c'était les cris d'une bestiole qui se fait égorger. Là, non. Personne l'entend. Et voilà, et du coup voilà, ça me fascine, ça me fascine, réellement ça me fascine les rapports avec les animaux. Pas au point d'arrêter d'en manger, mais voilà, c'est un questionnement. Nous avons autour de nous notamment une humoriste qui est végétarienne. Je sais bien, j'ai fait un podcast avec elle. Et on avait parlé. Il y a des discussions très intéressantes. Ouais, j'ai eu de longues discussions avec elle aussi. Et les arguments sont tout à fait recevables. Enfin, pour moi, l'argument principal, c'est... il y a la souffrance des animaux, bien sûr, mais il y a l'élevage intensif, quoi, qui est en train de bousiller, bousiller, plus que bousiller, en train de détruire complètement l'écosystème. Et on le sait tous. Donc, à un moment donné, il faut s'arrêter de manger de la viande tous les jours. Et pourtant, ce midi, j'ai mangé un burger. Voilà. Et ce soir, si je sais pas quoi manger, j'irai acheter des jambons sous cellophane. Donc c'est pas bien. Voilà. Mais c'est un vrai sujet, parce que pour le coup, ça parle à tout le monde, ça.
Et ce qui est intéressant en tant qu'Américain, c'est que je viens d'un pays où tout ça a été mis en place déjà il y a 50 ans en fait. Plus personne ne dit rien. Et la France ou l'Europe en général, on le voit comme on est plus proche aux animaux et justement il y a moins de cet élevage intensif, mais c'est faux. C'est faux. Ouais. C'est faux. Justement, voilà, la quantité de viande que le Français mange, c'est hallucinant. Mais il voit plus que c'est de la viande en fait. Ouais. Quand tu manges du rôti de dinde en tranche, c'est plus un animal. Ouais, c'est clair. Et quand j'étais petit, donc mes parents sont avocats et mon père avait une affaire. Il attaquait un fabricant d'ampoules électriques. Je crois que c'était General Electric, qui fait des ampoules qui s'allument dans les élevages intensifs de volailles. Ouais. Pour signifier le jour et la nuit en fait artificiels aux bestioles. Ouais. C'était il y a longtemps, hein, donc il y avait déjà 30 000 poulets avec les ailes coupées dans l'entrepôt, et apparemment les lumières s'étaient mises en marche, il y avait un court-circuit et tout s'est mis en marche en pleine nuit, mais en brillant très très fort et tout. Bref, tous les poulets ont été persuadés qu'il fallait manger. Ouais. Ils sont tous précipités sur les mangeoires vides. Ouais. Et quand le mec, le lendemain matin, a ouvert son élevage, il a ouvert les portes, il avait 30 000 poulets morts étouffés les uns sur les autres. Et voilà, ça me fait hurler de rire. C'est ça, voilà, le paradoxe, c'est que la souffrance animale existe, mais quand les animaux meurent, en général, c'est rigolo. Et mon père m'a dit, tout le monde riait au procès en fait. Ouais. Le juge riait, les experts riaient, tout le monde se marrait. C'est impossible de pas se marrer quand le mec dit j'ouvre la porte et là il y a 30 000 poulets morts. Ils sont cons quand même. Pourtant c'est un massacre. Oui, c'est un massacre, c'est tellement drôle quoi. Mais ouais, c'est vrai. J'aime bien l'humour noir aussi. Je raconte aussi qu'on a une rien à voir avec les poulets, hein, mais à l'UCPA on a fait une tournée à l'UCPA avec Sanaka et Mathieu Chalk et Hakim Momiri. Il y a souvent des tournées UCPA, comme Sanaka était à l'UCPA avant, et donc il emmène des gens, et donc les vacances sont payées, en échange on joue 3 fois, bon, voilà, c'est rigolo, c'est bon enfant. Et un soir on joue dans une station de ski aux Arcs 1006, et on avait une spectatrice un peu chiante, elle parlait, elle répondait, etc. Donc chacun l'un après l'autre on l'a cassé, on s'est foutu de sa gueule, voilà, vraiment c'était la bonne cliente quoi. Et à la fin on l'a fait monter sur scène en disant allez viens avec nous, comment tu t'appelles? Nicole. Eh ben écoute Nicole, j'espère que tu t'es bien marré. Ah oui, je passe une excellente soirée, tout ça. Le mec de l'UCPA lui fait je pense que tu as une grande carrière de comique devant toi. Et le lendemain donc on repart dans notre station de ski avec notre petit minibus comme Scooby-Doo, et le lendemain on nous appelle, on nous fait écoutez, il y a un problème, la gendarmerie nous a appelé parce que Nicole a disparu juste après votre spectacle. Elle n'est pas revenue dans sa chambre, on ne sait pas ce qui s'est passé, donc on se dit mon Dieu, peut-être qu'en fait on l'a choquée, mais elle avait l'air pourtant bien, elle avait une 50aine d'années, elle avait un peu bu, elle était souriante, voilà. Et en fait toute la journée on part skier et on nous rappelle le soir et ils nous disent c'est bon, ils l'ont retrouvée, elle est morte. En fait, elle était. Comment elle est morte? Enfin, c'est là que c'est très drôle. Elle était sortie sur le parking, donc elle était un peu pompette. Ouais. Elle a voulu prendre un selfie. Ouais. Elle est montée sur un capot de voiture. Ouais. Elle a trébuché. Elle est tombée dans un ravin derrière. Il y avait un petit ravin d'une dizaine de mètres. Putain. Et donc elle a cassé ça. Elle s'est cassé les reins, la nuque, tout ça. Alors apparemment, je sais pas eu les détails de l'autopsie, mais bon, en tout cas elle est morte. Et les gendarmes ont retrouvé l'appareil photo avec les dernières photos. On la voit tomber. Oh non. Et donc voilà, ça me fait encore hurler de rire 2 ans après. C'est tellement idiot, c'est tellement les Darwin Awards quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc après nous, moi la première réaction que j'ai eue quand ils nous ont dit ils l'ont retrouvée, elle est morte, mais d'abord j'étais un peu abasourdi, il m'a raconté l'histoire, le mec me raconte l'histoire et j'ai explosé de rire, c'était impossible de pas rire quoi. Ouais. Et d'autres parmi nous étaient beaucoup plus choqués que moi, et moi ça me faisait rire, c'est tellement débile. Et après on a toujours dit dans les autres spectacles, on faisait pour Nicole, enfin quand on commençait le spectacle, tout ça. Et c'est devenu une légende à l'UCPA, tout le monde est au courant de ça. Quand on arrive on dit tu sais que c'était moi qui étais avec Nicole, sans déconner c'était toi. Ouais, c'est moi. Tu étais un peu responsable de ça. Alors pas du tout. Elle était toute seule. Elle voulait juste prendre un selfie toute seule. Mais je pense que cette femme est morte heureuse. Elle avait passé une excellente soirée. Ouais. C'est vrai. Et apparemment c'était une habituée de l'UCPA. Elle était toujours un peu pompette. Ouais. Enfin, tu vois. Ouais, ils ont perdu une bonne cliente en fait. Ils ont perdu une bonne cliente. Ouais. Et je crois qu'ils en perdent tous les ans. Ils en parlent pas trop, mais il y a quand même des accidents tous les ans. Entre le ski, la planche à voile, tout ça, il y a toujours un ou deux noyés. Ou un mec qui se prend un sapin.
Ça reste très bien l'UCP, je le conseille à tout le monde. C'est vraiment très très bien. Très bon enfant. Est-ce qu'il y a des... c'est qui tes influences? Ah, les influences. Si t'en as, ça peut être France, c'est très banal, États-Unis. c'est des proches, parce que j'ai vraiment biberonné à des proches. En scène, en scène et en radio, c'est des proches. Et les nuls m'ont énormément influencé. Vraiment, j'étais ado, voilà. Donc les nuls, c'est... Moi, j'ai l'impression qu'ils ont un peu influencé toute cette génération. Et eux-mêmes sont très influencés par Gottlieb en bande dessinée, que j'aime beaucoup aussi. Donc c'est des références assez anciennes, en fait. Mais c'est pour ça que j'aime bien mélanger l'absurde, ou une blague sur le caca, et derrière faire un raisonnement sur les islamistes et... Voilà, enfin j'aime bien mélanger ça. Je crois que j'arrive. Au début j'essayais de choisir. Je me disais non, on me disait il faut choisir un type d'humour et tout. Et en fait j'aime bien mélanger les deux, quoi. Mais est-ce que tu as peur que ça te fait que tu as plus de mal à te vendre? Parce que souvent un public a besoin d'un mec qui peut identifier dans 3 mots quasiment, le jeune qui fait ça ou le vieux qui fait ça. C'est vrai, j'ai un peu peur de ça. J'ai eu un peu peur de ça, puis je me suis dit finalement c'est peut-être ça en fait mon style, c'est de mélanger les deux. C'est un peu absurde, un peu politique, les deux en même temps. Et fils de pub, c'est vrai, aide à identifier facilement. C'est un bon titre. Je l'ai volé, je suis un publicitaire, les publicitaires sont des voleurs. Non, je l'ai emprunté à Jacques Séguéla, mais c'est devenu un nom commun. Et en plus, j'ai demandé à Jacques Séguéla. Une fois, je l'ai croisé à France Inter. Je me suis foutu de sa gueule dans la chronique. J'ai dit que c'était en gros un affameur et un manipulateur et tout ça, enfin tout ce qu'on peut dire normalement de Jacques Séguéla, mais alors Jacques Séguéla ça sert à rien en fait, tu lui dis ce que tu veux, il fait c'est vrai vous voulez voir une photo de mon petit-fils? Il a un papy gâteau, enfin pour lui je pense qu'il ira en enfer mais il s'en rendra même pas compte. C'est clair, il ira là-bas mais alors il sera il fait chaud ici, vous avez des merguez, il s'en rend pas compte, il s'en fout, il a une belle vie, il s'est bien marré, il a fait tout ce qu'il voulait. Et donc du coup j'avais demandé est-ce que je peux prendre le titre fils de pub. Il me fait bien sûr, ça me fait plaisir, mais quand est-ce que tu reviens dans la pub, on a besoin de gens comme toi. Enfin, il dit, rien à branler, tu vois. C'est des mecs qui sont au-dessus, quoi. Plus de problèmes, pas de remords, pas de voilà. Mais non, donc je pense pas que ce soit j'ai un problème d'identification. Je pense que maintenant ça commence à être un peu cohérent. Et dans les influences, j'aime beaucoup Eddie Izzard, les Monty Python, voilà. Côté anglais absurde, quoi. Anglais absurde, Ricky Gervais. J'aime bien parce qu'ils font de l'absurde, mais avec un fond toujours historique, philosophique. Quand Eddie Izzard dit c'est génial dans l'ancien temps avec sous l'Empire britannique, où pour acheter un pays il suffisait de planter son drapeau dedans. I claim this country for England. We can do that. There are 20 million of us. Yeah, but I've got a flag. You don't have a flag, so piss off. Voilà. Et j'adore ce genre de mélange de crétinerie et de culture, quoi. Il est magnifique. Il est brillantissime. Donc j'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup Yacine Bellouz d'ailleurs. Qui est pour moi un des meilleurs comiques français. Mais vraiment, justement, je trouve qu'il mélange très bien ce côté culture et absurdité. Et absurde. Il raconte. Alors que justement Gaspard Proust, par exemple, qui est de l'avis unanime un type extrêmement cultivé. Il y a ce côté. Comment dire, très français, alors même qu'il n'est pas français. Et c'est aussi pour ça qu'il est cultivé. Il a une culture à l'ancienne. C'est comme André Makin, le prix Goncourt il y a quelques années, qui est un Russe, qui était mon prof de russe à Sciences Po. Et certains cours, j'étais seul avec lui, c'était un cours optionnel. On discutait tous les deux en français parce que j'étais incapable de parler russe couramment. Merci l'éducation nationale. Et le mec, il arrivait de Russie. On était en 94. Et le mec, il arrivait de Russie et il parlait comme ça, comme tous les Russes, avec une langue parfaite, mais avec le gros accent. Et il était complètement décalé. Il parlait Anatole France, Balzac, nanana. Je disais, mais oui, mais plus personne dit ça. Enfin, j'exagère, mais je disais, mais. Je m'apercevais qu'il n'avait aucune culture française actuelle, en fait. Et ce qui n'empêche pas d'être un formidable écrivain. Et Gaspard Proust, je trouvais que c'était un peu pareil, parce que par moments, il
il est très cultivé, ça, bien sûr il l'est. Mais on sent bien que le type, il a compris qu'en France, il fallait avoir l'air d'être cultivé. Et donc il sort 2-3 phrases, comme disait machin, ah bah je vois que j'ai pas un public très intello ce soir. Et moi je l'ai vu au Rond-Point, où il y avait qu'un public de renards argentés, genre moyenne d'âge 50 ans, 55 ans, très Télérama, et c'est des gens qui aiment bien qu'on leur fasse comprendre, qui sont cultivés, on a les mêmes références, mais en fait on rentre pas dans les détails. C'est comme si je dire moi le matin je dis Schopenhauer, voilà, je peux dire ça, c'est pas vrai, hein. Mais je connais le mot Schopenhauer, donc ils vont faire excellent. Voilà, et c'est ça que c'est un peu ça qui m'agace par moments, c'est que la culture qui fait qu'on a un humour un peu entre soi, avec juste un vernis culturel, alors qu'un type comme Bellouz justement a une réelle culture, il t'apprend des trucs en fait, il te raconte des trucs historiques, genre il a fait des filles de Louis XIV là par exemple, voilà. Et il va construire une blague dessus. C'est plus intéressant que de citer une phrase de, je l'ai fait aussi, citer une phrase de Marcel Proust, voilà. Pour frimer en fait. Pour frimer, voilà. Et c'est très français comme façon de faire de l'humour, ça, de frimer un peu quoi. Comme disait machin truc. D'ailleurs ça m'a fait rire parce que j'ai fait la même blague que Gaspard Proust sans le savoir. Du coup je l'ai enlevé, c'était dans le spectacle, je l'ai enlevé parce qu'il l'avait déjà fait. Et alors, c'est là que c'est amusant. Il dit comme disait Oscar Wilde, les jolies femmes, laissons les jolies femmes aux hommes sans imagination. C'est bien une réflexion de pédéraste. Et moi je disais, comme disait Marcel Proust, laissons les jolies femmes aux hommes sans imagination, faut pas oublier qu'il était pédé. Voilà. Et en fait, donc on cite la même phrase avec deux auteurs différents. Et en fait, c'est une citation, alors du coup j'ai oublié, de Marcel Proust et pas d'Oscar Wilde. Donc en fait, il se trompe. D'accord. C'est marrant. Ouais, c'est marrant. S'il faut bien qu'en fait, on grappille des trucs parce qu'on les met à un endroit dans notre spectacle, parce qu'on dit que ça fera bien. Voilà, il y a un problème de contenu, je trouve. Donc je me mets dedans. Hein. Et la difficulté, c'est de trouver son contenu. Et j'aime bien quand les gens élaborent sur un fait historique. Vous savez que en 1872, c'est comme si... Voilà, ça c'est intéressant. Est-ce que tu penses que l'humour français est le meilleur que ça n'a jamais été, ou tu penses que c'est plus dans le passé? Tu penses que notre génération... parce que la plupart de tes influences sont dans le passé, la plupart du temps. Mais est-ce que tu as l'impression qu'on est en train, comme tu as dit que tu as l'impression qu'on peut dire de moins en moins de choses aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que l'humour est devenu quelque chose assez fade aujourd'hui, ou est-ce que tu as l'impression que... L'humour grand public est devenu assez fade, parce que les gens font exprès pour pouvoir passer à la télé, d'édulcorer un maximum. Bon là, t'es quelqu'un qui est dans le milieu de l'humour aujourd'hui, donc tu connais quasiment toute notre génération. Est-ce que tu as l'impression que ça évolue? Tu penses que cette génération est encore meilleure? Il y a des très bons, je pourrais pas dire si c'est meilleur ou moins bon, mais je sais pas, des types comme Redouane Arjan par exemple, je trouve qu'il est formidable. Il y a un truc, pour le coup il passe pas vraiment très souvent à la télé, je pense. Quand il passe, il fait le Jamel. Mais bon, il passera pas en prime time sur France 2 à raconter des histoires de bébés qui mangent des lames de rasoir, parce que la télé est frileuse. Mais au niveau de la scène vivante, je trouve qu'il y a plein de choses formidables. Mais je suis plutôt quand j'ai commencé à aller voir du stand-up ou des plateaux, j'étais assez surpris par le niveau général, quoi. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va arriver que t'as jamais vu avant. J'arrive de Nantes, le mec te sort des trucs, tu fais putain, c'est super drôle. Même si c'est pas des fois, si c'est des sujets terre à terre, le shopping, etc., des fois il y a des gens qui arrivent à trouver une façon de un angle, une façon de jouer, une précision dans les mimiques ou je sais pas quoi. Et moi je suis très bon public en fait, vraiment, je ris très facilement, je ris à plein de types d'humour, des trucs que je ferais pas du tout moi, ça me fait marrer. Par exemple il y a Julien Schmitt qui fait son sketch de l'entretien d'embauche là. Ce sketch je l'ai vu 10 fois de suite quoi, et je pleure de rire à chaque fois. C'est putain, quand tu fais pleurer de rire les gens quand même. Ça m'est arrivé une ou deux fois de faire pleurer des gens de rire à mon spectacle, mais c'est quand même pas à chaque fois quoi. Et j'étais assez surpris de c'est toujours un plaisir. C'est génial quand tu vois ça, c'est... En fait je m'aperçois que je rigole souvent à des trucs que j'aurais jamais l'idée de faire et qui ne m'iraient pas.
que je n'imarais pas à moi, à mon personnage sur scène et tout. C'est pas mon type d'écriture, voilà. Mais voilà. Est-ce que ça te frustre? Non, parce que justement, je me dis, j'aurais jamais pensé à faire ça. Et je le ferais jamais. C'est pas mon truc, quoi, en fait. Bah, typiquement, l'entretien d'embauche de Julien, ça passe aussi par une vraie technique de comédien que j'ai pas. Il joue très bien. Voilà. Et c'est pas le genre de sketch que j'ai envie d'écrire, où t'as plein de personnages, où j'ai envie de rester quand même dans des réflexions que je lance au public, quand même très sociétal, mais c'est des réflexions que je fais. Voilà. J'interprète pas vraiment des personnages qui, lui montre des personnages archétypaux qui en disent beaucoup sur la société aussi. Ouais. Mais je suis pas dans le même registre. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu as une question pour moi? Parce que je sais que tu dois partir bientôt. Je dois pas tarder. J'ai une réunion de copropriété, c'est passionnant. Ouais. Est-ce que j'ai une question? Est-ce que tu as envie d'aller rejouer aux États-Unis? Genre vivre là-bas pour percer ou juste jouer une fois là-bas? Non, jouer là-bas un certain temps. Pas forcément revivre là-bas, mais... Parce que quand je rentre, pas cette fois-ci, mais quand je rentre régulièrement, je monte sur scène une fois ou deux. Et tu joues le spectacle entier? Non, juste j'ai fait le passage dans un plateau, dans un club. Grâce au plateau que j'ai fait ici, j'ai un peu quelques connexions là-bas et que... Donc, j'ai fait passer pas mal de gens ici. Donc, quand je vais à New York, à Los Angeles, il suffit juste que j'appelle quelqu'un qui m'a dit, quand il est venu, appelle-moi quand t'es à une telle ville. Et souvent, je peux avoir un petit passage. Donc, non, je vais pas, quand je rentre, je joue pas mon heure. De toute manière, si j'allais jouer mon heure là-bas, ça sera pas pareil parce que mon heure parle pas mal de fait d'être un Américain en France. Et donc, est-ce que j'aimerais jouer un spectacle différent alors là-bas? Oui, un jour peut-être, oui. En fait, pas forcément... Oui, je veux bien, mais je vois à quel point il faut passer du temps. C'est-à-dire, si tu vas accumuler 1 heure de blagues qui marchent, il faut passer, surtout aux États-Unis, il faut vraiment monter dans le club, en fait. Tous les soirs, pendant quasiment tous les soirs, pour vraiment tester. Parce que 1 heure là-bas, c'est 1 heure en béton, quoi. C'est vraiment... mais je veux bien, un jour. Je pense qu'il y a toujours cette envie, toujours cette petite voix qui dit « Et si tu retournes ?» Mais oui, ça me tente, mais... j'aimerais pas juste aller là-bas juste pour jouer 1 heure sans le tester. J'aimerais vraiment que ça soit quelque chose que je reconstruis là-bas. Donc ça suppose de rester là-bas. Qui implique beaucoup, en fait, qui implique un changement de vie complètement, d'emmener tout le monde là-bas, soit New York, soit à Los Angeles, ou savoir où, et recommencer à zéro quasiment. C'est ça. Avec le réseau, avec les vannes, avec tout. Donc c'est bien, c'est tentant. Mais en même temps, c'est compliqué. C'est beaucoup de travail. Merci beaucoup. De rien, merci à toi. Je vais partir à la réunion. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Donc voilà quoi, avec David Azencote. Je vous conseille de le voir sur scène tous les samedis à 21h30 à la Nouvelle Scène, qui est une salle très chouette dans le Seine. Et moi aussi, je joue là-bas. Tous les dimanches à 18h, mon spectacle en anglais qui s'appelle A New Yorker in Paris. Aussi, je joue tous les mardis à 21h30 mon spectacle en français, en VF, au Studio Maribel qui est dans le gymnase. Et aussi, je joue une pièce que j'ai coécrite avec ma chérie et on joue tous les deux ensemble. Et ça s'appelle Jeune couple cherche public et c'est tout le jeudi à 21h30 au théâtre Montmartre Galabru. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez liker la page Facebook, ça sera chouette. Voilà.